Bonjour, aujourd'hui on va présenter notre artiste Das Banda. Déjà, première question, où ça vient de ce nom d'artiste? Le nom d'artiste, il vient de. Je me suis appelé très longtemps Panda en tant que DJ. Et quand j'ai vraiment. Et puis j'en dessinais beaucoup, c'est vrai. Et le nom est venu assez facilement. Le DAS, c'est simplement un jeu de mots avec l'anglais et l'allemand d'ailleurs. Et j'ai complexifié un petit peu en disant DAS, DAS. Z au lieu de mettre Das en allemand tout court ou Das en argot américain. La traduction, c'est le panda. Moi, j'ai été touché par le sort de l'animal parce qu'il était en voie de disparition. Oui. Et je trouvais. Un peu comme les artistes. Ouais, voilà, un peu ça. Je trouvais que son sort était quand même très très fragile, un peu comme le nôtre. Oui. Et j'étais touché par ça. Et puis il y a le côté graphique aussi de l'animal noir et blanc comme ça qui m'a touché. C'est un animal qui a une très très grande force mais qui ne peut pas vraiment s'en servir parce que ce qu'il mange n'est pas très énergétique dans le bambou. Et voilà, je trouve qu'il y a plein de choses similaires avec les artistes. On a toujours plein de force, plein de puissance, mais on ne peut pas toujours l'exprimer. Pour ça, c'était assez proche. Et justement, on parlait un petit peu de la place des artistes dans notre société actuelle. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que l'art, c'est vraiment nécessaire à notre époque ou c'est vraiment essentiel à notre époque? Alors c'est nécessaire et essentiel, mais les gens ne le voient pas comme ça parce qu'ils sont happés par des choses plus immédiates. Des images qui consomment très rapidement sur les réseaux sociaux et ce qui crée un décalage entre nous qui faisons des choses qui mettons des mois, des années, des heures à faire des choses et des choses qui sont proposées très rapidement sur internet pour consommer en une seconde et du coup ça fait que les gens ils n'ont pas le réflexe de se dire comment je peux par exemple vivre avec telle ou telle œuvre. Et c'est là que le décalage se fait parce que nous on fait des œuvres avec lesquelles les gens ils vont vivre parce qu'ils vont les acheter. Donc il y a ça aussi, il y a toutes ces habitudes-là, acheter des œuvres ou en consommer rapidement juste virtuellement. Oui, c'est le cas qu'en tant que galeriste, nous on voit bien et comment on connaît certains collectionneurs, différents collectionneurs. La préférence est très différente et comment les œuvres qu'ils collectionnent est très différent. On voit différents coûts et différents niveaux. C'est pas, par exemple, à intérieur, le post-it Ikea avec une œuvre d'art de l'artiste et qui est originale et unique. C'est forcément très remarqué la différence entre les deux. Du coup, pourquoi tu voulais absolument devenir un artiste? Alors moi, ça m'est venu il y a très 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 longtemps parce que j'étais au collège quand il a fallu s'orienter. Moi, je dessinais déjà beaucoup. Moi, comme je dis souvent, je dessine depuis la maternelle et la différence des gens, c'est que moi, j'ai pas lâché les crayons de toute ma scolarité. Donc, quand il a fallu choisir une voie, assez facilement, j'ai décidé d'aller vers quelque chose de créatif. Donc, j'ai fait les arts appliqués. Ensuite, j'ai poursuivi avec les beaux-arts et à chaque fois jusqu'au diplôme. Je ne me suis pas vraiment dit que j'allais être artiste, je me suis dit que j'allais essayer de vivre de la création, de ce que j'aimais faire, c'est-à-dire dessiner des choses. Et c'est venu beaucoup plus tard. Et puis après, c'est la vie qui fait que voilà, qui amène un peu les choses. Ok. Et tu es un artiste multi-médium, on va dire ça que... Ouais, c'est vrai que moi je suis pluridisciplinaire, hein, c'est clair que... Tu fais la musique, tu fais des sculptures, de la photographie, de la peinture, du dessin beaucoup, ça c'est le fond. Et des installations aussi quand j'en ai l'occasion. Tout ça, oui, ça fait un peu partie de mon cursus, c'est quelque chose qu'on apprend aux Beaux-Arts, peut-être pas les installations, encore que si. Et
Et après voilà, certains d'entre nous gardent certaines choses et les poussent vraiment que dans un seul médium. Et puis il y a d'autres gens qui sont touche à tout comme moi, oui, parce que moi j'aime vraiment fabriquer des choses de mes mains. Et donc moi j'ai gardé un peu de chaque, les choses en volume, en 3 dimensions, et les choses en 2D, en peinture et dessin. Et la musique vient encore au-dessus, parce que ça chapeaute, ça finit par chapeauter tout, parce que la musique ça me suit depuis très très longtemps aussi. Est-ce que tu peux raconter un petit peu le processus de ta création? Par exemple, tu parles de quelque chose où, comme Tarantino, quand il fait son film, il part d'un morceau de musique, oui, et puis, je comprends. Petit à petit. Et toi, ton processus de création, c'est à part à quel point, ou ça vient comme ça, d'un seul coup, ou c'est autre? Ouais, alors moi, ça va dépendre vraiment du médium. Si je prends le dessin ou la peinture pour la partie figurative, je peux y aller sans aucun dessin préparatoire. J'ai juste des sortes de méthodes qui me sont propres, où selon les outils, je vais faire une forme et décliner les choses, et ça vient tout seul. C'est pour ça que moi je suis capable de faire des centaines de dessins très très rapidement, avec la même méthode en très peu de temps. Pour ce qui est de la peinture abstraite, alors là on est plus sur quelque chose qui est lié aux études, à la peinture aux peintres que j'ai étudié quand j'étais aux Beaux-Arts, et là du coup tu as quelle référence? Bizarrement, moi, tout ce qui est figuratif, j'ai été très marqué par le mouvement Cobra. Oui. Donc la façon dont ils ont d'utiliser des couleurs assez simples, des dessins assez simples. Après vient aussi la part vraiment de graffiti des années 80, où on a des gens qui dessinent très très librement avec aussi de la figuration, aussi des lettres, même si les lettres ça m'intéresse pas vraiment. Et toute cette façon de dessiner très libre et sans vraiment trop de préparation, qui moi m'a beaucoup touché. Après, dans la partie abstraite, oui, Pollock et ce genre de Rothko pour le travail de la couleur qui m'intéresse. C'est leur façon à un moment donné d'amener la couleur vers autre chose. On ne se sert plus forcément du pinceau, même si moi je le fais, mais on aime la couleur pour la couleur et on la fait parler. Moi, c'est cette partie-là qui m'intéresse. Ok. Et du coup, dans ton parcours d'artiste jusqu'à maintenant, les anecdotes à raconter, ou vraiment quelques événements qui a remarqué ta vie jusqu'à maintenant, où tu estimes que pas encore, tu vas continuer les anecdotes, je sais pas, j'en ai pas vraiment. C'est vrai qu'il nous arrive un tas de choses. J'espère pouvoir continuer parce que c'est difficile. Mais le fait est que on trouve, dans mon cas, moi j'ai trouvé des gens à plusieurs endroits de France qui m'ont acheté des tableaux, ou plutôt des dessins. Et ça m'encourage à continuer parce que ça veut peut-être dire que ce que je fais, ça parle à des gens ailleurs que dans ma ville, et donc ça vaut le coup de continuer. Mais ouais, ça dépend vraiment de la personnalité des gens. Il y a des gens qui peuvent acheter un seul dessin, donc qui peuvent en acheter plusieurs de la même série. Et c'est exactement comme tu disais, il y a des gens, on a l'impression que maintenant les gens ils achètent des choses, c'est vraiment très différent. On est tombé sur un artiste à un moment, il fait de la peinture, il achète de la peinture, par exemple abstraite, et puis voilà, ils vont s'attaquer plus tard à du dessin vraiment figuratif. Et après les gens ils font selon leur sensibilité. Ça, au pire, nous on le sait ça. Mais c'est vrai qu'on a l'image du collectionneur qui est plutôt averti et qui s'attacherait plutôt à un style ou à un médium. Et ouais, mais ça a beaucoup bougé. Je pense aussi les collectionneurs un peu comme les artistes, au fil des années, il va évoluer. Oui, c'est vrai. Par exemple, ils collectionnent des œuvres plus accessibles, plus colorées ou plus à la
le mode actuel. Mais je pense après, au fil des années, avec l'âge, ou avec l'expérience, comme les artistes, comme tous les grands maîtres, voilà, au début, on commence par le figuratif, inspiré par les grands maîtres, les autres anciens grands maîtres, mais petit à petit, il va trouver son propre style, son propre chemin. Est-ce que c'est le cas de toi? Et tes œuvres, que ce soit la sculpture, que ce soit les tableaux, peintures, dessins, on a quand même identifié clairement, ça vient de d'Asbanda. C'est vrai qu'on me l'a souvent dit, moi je me rendais pas vraiment compte. Les gens m'ont dit oui, si toi on reconnaît que c'est toi. Et parfois encore maintenant, j'arrive pas trop à comprendre pourquoi. Parce que pour moi, je regarderais la technique, je dirais oui, c'est peut-être mon trait, la façon de faire le trait, de les repasser ou de les doubler, d'avoir des traits épais et moins épais, que ce soit en dessin ou en peinture. Peut-être les sujets, bon c'est clair que pour tout ce qui est art premier, bon là c'est pas hyper courant d'avoir des gens qui font vraiment une espèce de néo-art premier en 2025, donc ça c'est sûr que on doit pas être très 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 nombreux. Et je pense que dans le dessin, oui, c'est plus une question de trait, c'est les sujets aussi, la façon de traiter les sujets c'est parfois assez légères qui font ça. Là où d'autres gens feraient peut-être du dessin un peu plus... Ils le feraient plus dans une démarche où ils voudraient montrer une qualité technique. Et toi, c'est pas le cas. Ouais, moi, je suis à la technique, voilà, moi, je suis très très libre, je suis plus pour exprimer quelque chose que pour les qualités techniques. J'en fais aussi, et en général, ça surprend un peu les gens parce que c'est des dessins qui mettent beaucoup plus de temps et ça se voit. Mais j'ai plus cet amour de l'immédiateté. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, oui, moi je suis capable, voilà, très très spontané, guidé assez facilement par le hasard aussi, d'ailleurs. Ça, c'est des choses que moi j'ai intégrées quand on étudiait l'histoire de l'art, les mouvements qui intégraient le hasard. Exactement. Ouais. Et du coup, au niveau de sculpture, on remarque que c'est très coloré, bien sûr. On peut aussi garder le côté naturel du bois, oui. Et c'est une série que tu as déjà commencé ou tu vas continuer Oui, elle a commencé déjà quelques années. J'ai pris deux pistes distinctes. Une qui est très influencée par les arts tribaux existants, donc par exemple de l'Océanie, un petit peu de la Chine, un petit peu de l'Inde, un petit peu de l'Afrique, un petit peu de l'Amérique du Sud et même de l'époque précolombienne. Il peut y avoir quelques accents comme ça. Et j'ai pris un côté aussi un petit peu plus design, presque déco entre guillemets, parce que moi j'étais formé en design aussi. Et j'y ai même presque mis mon amour des films de science-fiction. Et c'est comme ça qu'on arrive à ce genre de forme très rectangulaire, très industriel, où je prends aussi du bois industriel. Un peu robot. Qui se côté un petit peu robot. Exactement. Et pour autant, je ne l'ai pas inventé parce que c'est des choses qui existaient il y a très très longtemps. Il y a plus de 800 ans, plus de 1000 ans, il y avait déjà des choses très très rectangulaires comme ça. Je crois que chez les précolombiens. Et dans des choses qui étaient en pierre. Oui, tout à fait. Il me semble qu'en Chine aussi. Et sauf que moi, j'arrive, je suis en bois, je fais des choses plus légères, des choses qu'on peut mettre un petit peu plus facilement chez soi, même si c'est pas une vraie démarche commerciale, c'est simplement un autre style pour libérer la partie qui ne peut pas se libérer quand je fais des choses en bois naturel. D'accord, ok, c'est super intéressant. Du coup, dans le futur, tu as quel projet? Tu continues de créer sans vraiment planifier des expos ou tu crées, c'est une modification quotidienne de ta vie? C'est vrai que moi je poursuis mon chemin, je sais souvent, comme je passe sans arrêt du dessin à la sculpture,
je dessine pas très très souvent les sculptures que je vais faire, mais par contre je dessine des sculptures qui m'aident du coup à réfléchir. Je réfléchis en dessinant. Et donc je peux savoir assez longtemps à l'avance parfois quelle direction je vais prendre dans les sculptures après de façon formelle. Et le dessin, il suit assez facilement, en tout cas pour la partie art premier. Et pour le reste, voilà, je n'ai pas du tout de soucis. C'est juste le temps qui vient toujours à manquer parce que j'ai un petit peu trop d'idées. Les journées sont pas assez longues. Mais c'est très bien. L'artiste, c'est-à-dire c'est ça. Tu as beaucoup d'inspiration. Oui, les idées elles sont là. J'ai pas forcément les matériaux ou le matériel, mais les idées sont là. Donc je les note. Alors ça peut être sous forme de dessin, ça peut être sous forme d'essai, ce que je faisais déjà aux Beaux-Arts, hein, et même si je dois le faire. Si je dois les reprendre 4 ou 5 ou 10 ans après, et ben, je m'y attaque 10 ans après, tout en sachant d'où je pars déjà. Ça m'est arrivé, et c'est pour ça que ça m'arrive encore. Du coup, aujourd'hui, ton réflexion sur l'art, sur l'ensemble de la société, qu'est-ce qui t'amène de dire aujourd'hui, en 2025, dans le futur, c'est quoi la réflexion un petit peu plus profonde? Il y a plusieurs choses. Il y a le fait que un peu tout le monde peut se prétendre artiste, puisque tout le monde met des tutos sur Internet pour apprendre, les gens apprennent à dessiner, apprendre à peindre de telle ou telle façon, avec telle ou telle technique. L'idée, la question, c'est toujours comment nous on se démarque. Oui. Comment souvent, c'est le professionnalisme. Il y a des gens qui vont très bien peindre, très bien dessiner, très bien sculpter, mais c'est pas leur métier. Nous, l'engagement, c'est un engagement de tous les jours, qui est très très dur. Et la différence, elle se fait là. Il y a des gens, c'est bien, ils s'amusent le week-end ou les vacances ou à la retraite, mais ça n'impacte pas leur vie. C'est marrant parce que j'en discutais il y a à peine 3 heures avec un collègue. Alors que nous, on le vit, et quand ça ne fonctionne pas, on le subit. Et on le subit très très durement. Donc, et on est touché très très profondément, même si les gens ne s'en rendent pas compte. Et donc, c'est la valeur, la question c'est quelle est la valeur qu'on donne, la valeur humaine, la valeur de l'engagement. Oui. Et là, c'est plus la valeur de l'engagement que même la valeur même financière de l'œuvre. C'est la reconnaissance de la valeur de cet engagement-là que nous avons. Ok, bon, on continue de s'engager dans le chemin de l'art. Merci. Merci.